Donc bonjour à tous. Donc je vais vous présenter les travaux que je fais actuellement dans le cadre de mon post-doctorat et qui portent sur la reconstruction des transferts sédimentaires et des flux érosifs au cours du dernier siècle dans des échelles temporelles complètement différentes de ce qu'on a vu jusqu'à présent au cours de cette session. Et j'essaye de faire le lien entre ce qu'on observe dans des carottages et puis un potentiel marqueur de l'Anthropocène tel qu'on l'a vu ce matin défini lors de la première présentation. Donc là, je rappelle des points qui ont déjà été abordés ce matin. Le groupe de travail sur l'Anthropocène définit cette période ou cette époque comme ayant commencé aux alentours des années 1950 et elle serait caractérisée par une grande phase d'accélération. Donc on a vu ce matin qu'il n'y avait pas forcément de marqueurs stratigraphiques qui étaient très bien définis. On identifie des microplastiques, on identifiait aussi les retombées liées aux essais atmosphériques des années 50-60. Il n'y a pas vraiment de consensus autour d'un marqueur stratigraphique universel, même si le plutonium semble être un marqueur plutôt conservatif et présent à l'échelle globale. Et comme nous, on s'intéresse à l'érosion des sols, on a essayé de voir si on enregistrait sur nos versants d'autres marqueurs stratigraphiques capables de caractériser cette période de transition. Donc on a regardé ce qui se passait sur les versants au cours du siècle passé. Il se passe beaucoup de choses en fait. Donc comme vous le savez certainement, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, on a eu une explosion de la population mondiale, on a eu besoin de nourrir cette population. Donc on est passé dans une phase de révolution verte agricole, donc une révolution qui porte mal son nom. On a fortement réaménagé le territoire, les parcelles ont été agrandies, on a conquéri des zones qui étaient jusque-là principalement dédiées à des zones de prairies ou de polyculture élevage. On a remembré, on a créé des cours d'eau, on a créé beaucoup de réseaux de drainage. Et aussi, on a amélioré pas mal la technicité au sein des systèmes culturaux, on a consommé du pesticide, on a aussi utilisé de plus en plus d'intrants. Donc il y a eu beaucoup d'effets bénéfiques liés à cette révolution agricole verte, puisqu'on a réussi à nourrir les populations avec une augmentation globale de la productivité agricole à partir des années 50. Mais on a aussi beaucoup d'impacts liés à la détérioration des hydrosystèmes et des écosystèmes terrestres. Donc sur les versants, on va avoir des départs de matière avec une érosion plus ou moins importante. Un rapport des Nations Unies estime que 66% des terres mondiales sont affectées par des phénomènes érosifs et par une dégradation plus ou moins sévère. Donc ça pose des problèmes et des questionnements sur une ressource qui n'est pas renouvelable à l'échelle humaine. Toutes ces particules qui sont érodées sur les versants vont être transférées dans des zones d'eau. On aura donc des accumulations sédimentaires plus ou moins importantes, des colmatages de rivières, de barrages, d'étangs, de lacs. Et puis on aura aussi un cortège potentiel de polluants importants associés à ces particules qui vont transférer jusque ces zones d'accumulation sédimentaire. Donc ce qu'on a cherché à voir à travers nos études, c'était est-ce qu'il existait, est-ce qu'on était capable de reconstruire la trajectoire sédimentaire et érosive liée à ces grands aménagements des années 1950, et est-ce qu'on pouvait utiliser ces marqueurs comme un marqueur stratigraphique de la grande accélération telle qu'elle avait été présentée ce matin. Donc en faisant de la biblio, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas énormément de choses de fait en termes d'érosion des sols, de reconstruction au cours du siècle passé. Il y a cette étude-ci qui est parue aux États-Unis, qui était très intéressante, où il montrait une accélération qui semblait commencer, en tout cas fortement s'accélérer aux alentours des années 1900, avec une accélération plus prononcée aux alentours des années 1950. La principale limitation à cette étude, c'est qu'elle s'intéresse à une zone très précise du Middle West américain, sur une zone relativement soumise à l'érosion, donc on enregistre classiquement de l'érosion dans ces différents contextes. Donc ce qu'on a cherché à faire, c'était à reproduire une étude régionale, mais en prenant en compte une diversité de paysages un peu plus grande, une diversité de dynamiques d'occupation du territoire et d'aménagement du territoire différentes. Donc on a étudié une zone qui n'est pas forcément très exotique, mais qui est très intéressante pour nous parce qu'elle couvre une large diversité de paysages, d'aménagements. Donc c'est le bassin versant de la Loire. Donc ce bassin versant de la Loire, il couvre une grande partie du territoire français. Il y a des paysages très différents, donc des zones de vignobles, donc on ne voit pas très bien ici à l'écran, des zones de plaine dans la région centre principalement, et puis des zones un peu plus contrastées d'un point de vue topographique avec des occupations du territoire complètement différentes. Donc sur ce territoire, on a sélectionné 11 bassins versants relativement petits. On a sélectionné ces sites parce qu'ils présentent à leur exutoire une masse d'eau ancienne. Donc ancienne pour nous, 100 ans, on est relativement content, notamment en contexte de plaine où il n'y a pas beaucoup de masse d'eau. Et la complexité, c'était d'identifier des bassins versants avec des masses d'eau qui n'avaient pas été réaménagées par l'homme au cours du siècle passé. Donc pas de curage, pas de vidange, et puis pas trop de production piscicole trop importante pour pas trop remanier le sédiment. Et dans ces zones, c'est assez compliqué de trouver aussi des étangs parce qu'il y a des enjeux sociétaux très importants avec les agriculteurs. Donc on ne peut pas carotter partout, donc il y a des compromis à faire dans le choix des sites.
Donc comme on n'a pas de données sédimentaires, on n'a pas de monitoring à long terme, on a été collecter des carottages dans ces différents étangs. À l'aide de cette embarcation, on a fait une étude relativement classique en termes de sédimentologie avec des multicarottages. Et je ne vais pas trop détailler la méthode ici. Donc je ne vais pas vous présenter les 11 sites, je vais vous présenter un site qui me paraît assez emblématique de ce qu'on reconstitue à peu près partout. C'est un site qui est situé au sud-est de Tours, c'est le bassin versant de l'étang de Brosse. C'est un bassin versant qui est tout plat et qui a subi des aménagements très importants au cours du XXe siècle. Donc aujourd'hui, on a un parcellaire qui est relativement assez grand et on a son exutoire de ce bassin versant, un étang ancien qui date du XVIe siècle et qui est quasiment aujourd'hui totalement colmaté par les sédiments. On n'a plus qu'à peine 80 cm d'eau. Donc ce bassin versant, il est tourné vers la grande culture et il a subi des aménagements très importants au cours du temps, notamment dans les années 60 avec un remembrement vraiment massif. On est passé de toutes petites parcelles à un réseau parcellaire vraiment très important. Donc je passe tout de suite à la reconstruction du flux qu'on a fait sur ce site de carottage. Donc c'est un flux qui prend en compte la fraction terrigène et la fraction algale, donc c'est un flux total. Et lorsqu'on replace les différentes phases de remembrement, on voit qu'on a une accélération qui semble être assez synchrone de ces phases de remembrement, et notamment des phases de remembrement qui sont connues comme les plus importantes dans les années 60, ici et ici. Après, on a d'autres accélérations dans les temps modernes, on voit moins un synchronisme entre cette accélération et des potentiels aménagements, et on peut supposer qu'ici on a une fraction algale qui est plus importante et qu'on enregistre plus d'eutrophisation que de flux sédimentaires. Globalement, ce qu'on observe dans nos carottes, c'est toujours la même chose. On observe toujours une augmentation aux alentours des années 50 et plus généralement 60, et cette accélération, elle est surtout induite par les aménagements qui se passent sur les versants. Donc, sur ce type de paysage, des milieux qui se sont ouverts progressivement, on observe ce type de paysage avec un parcellaire qui est relativement restreint et on a un parcellaire qui s'agrandit fortement au cours du temps. Sur les carottes qu'on a collectées dans des milieux plutôt fermés, en tout cas des milieux qui sont fermés, on a une dynamique qui est complètement différente avec une production qui est maximale dans les années 50 et puis l'exode rural entraîne un départ massif des populations, une fermeture des paysages et là on a quelque chose qui a tendance à chuter au cours du temps. Donc là, c'était pour une approche régionale à l'échelle du bassin de la Loire. Et on a essayé de voir si ce qu'on observait à l'échelle du bassin de la Loire, on pouvait le retranscrire à une échelle plus globale. Donc j'ai essayé de faire une synthèse des études qui s'intéressaient à l'érosion des sols au cours des 100 dernières années en prenant la part de fractions terrigènes et autochtones. Et donc je n'ai pas trouvé une quantité d'études très importante, à peu près une trentaine d'études. Et lorsqu'on combine toutes ces études qui ont été principalement faites dans des zones de polyculture élevage et pas de grande culture, on observe une accélération qui se prononce effectivement aux alentours des années 1950, avec une tendance qui décroît un peu dans le temps. La principale limite à ce type d'études, c'est qu'on n'a pas d'études dans les pays en voie de développement, comme en Amérique du Sud, en Afrique ou en Chine. Et on peut supposer qu'on aura une tendance relativement différente. En tout cas, cette tendance différente, on peut la sentir un petit peu avec l'évolution de la quantité de parcelles, enfin la quantité de terres dédiées à l'agriculture. Donc en Europe et aux États-Unis, ça a tendance à décroître au fur et à mesure du temps, donc ce que traduit la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure. Alors que dans les pays en voie d'émergence, on a une augmentation qui est continue au cours du temps, donc on pourrait s'attendre à une accélération plus sévère. Donc les carottages qu'on a prélevés ici, ça va nous servir à reconstruire cette dynamique sédimentaire. Et on va également intégrer ces données au sein d'un modèle d'érosion des sols pour essayer de reconstruire à l'échelle régionale, à l'échelle du bassin de la Loire, l'évolution de l'érosion des sols depuis les années 50. Et puis dans les zones où on manque de données, dans un avenir plus ou moins proche, on a cherché à aller collecter des carottes en Amérique du Sud, en Afrique et puis en Chine pour essayer de voir si on enregistre bel et bien cette dynamique sédimentaire à plus ou moins long terme, ce décrochement des années 50, et également passer par des phases de modélisation pour retranscrire l'évolution de l'érosion à l'échelle globale depuis les années 50. Et j'en termine là. Merci Anthony, on a rattrapé le retard. Alors, quelques questions. François Demory du CEREJ. Je voulais savoir comment c'était daté tout ça, parce que tu montres des variations à une très haute fréquence et tu nous montres pas de modèle d'âge. Oui. Alors, je n'ai pas montré toute la méthode pour faire plutôt passer un message, mais on date avec du plomb et du césium. On a aussi quelques marqueurs stratigraphiques qu'on identifie dans nos carottes. Donc, on a la chance d'étudier sur les 100 dernières années, c'est qu'on peut faire un lien avec des études historiques très précises. On sait ce qui s'est passé sur les versants.
Donc on couple des modèles d'âge plomb, césium avec des données par carte stratigraphique. En termes de marge d'erreur, là j'ai fait tous les centimètres de notre carotte, mais là c'est simplement pour retranscrire la dynamique du flux. Et après quand on parlera en termes d'érosion, je pense que je ferai à l'échelle des 10 années. Une dernière question. Non, je vous propose.